Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à différentes figures royales qui semblaient entorse tout avoir, mais qui, sous leur couronne et leur splendeur, cachaient de sombres secrets qui, une fois découverts, ont choqué le monde. Des liaisons secrètes qui ont provoqué des rumeurs à grande échelle, jusqu'aux luttes de pouvoir sournoises qui ont ébranlé la monarchie. Rejoignez-moi pour en découvrir davantage. Retournons maintenant dans l'Italie du XVe siècle. Lucrèce Borgia est né le 18 avril 1480 à Subiaco, qui était alors une ville en dehors de Rome, mais qui est aujourd'hui une banlieue de la capitale italienne. Son père, Rodrigo Borgia, espagnol de la région de Valence, s'est installé à Rome au milieu du XVe siècle. Et sa mère était Vanossa di Catanei, la principale maîtresse de Rodrigo. À Rome, il monta vite dans la hiérarchie de l'Église grâce à son oncle Alfonso, élu pape Calixte III en 1455. À la fin des années 1450, Rodrigo était cardinal, une puissante fonction dans un État pontifical, influent contrôlant une grande partie du centre de l'Italie, bien au-delà du Vatican. Mais Rodrigo n'était pas exactement un cardinal ordinaire. Il avait de nombreuses maîtresses et engendra plusieurs enfants, bien que cela ne fût pas rare pour les hommes d'église à l'époque. Il régnait une grande hypocrisie au sein de l'église durant ces années, car bien que les vertus du célibat fussent prêchées, ceux qui occupaient des postes importants ignoraient ouvertement cela dans leur vie privée clandestine, et à cause de cela, leur comportement devint l'objet de certaines critiques parmi les réformateurs de l'église à cette époque. Avec Vernazza, Rodrigo eut 4 enfants, et Lucrèce s'entendait bien avec ses frères et sœurs, en particulier avec son frère aîné César. Les deux montraient beaucoup d'affection l'un envers l'autre, et César allait jouer un rôle important dans la vie ultérieure de sa sœur, mais ce lien fort allait plus tard donner naissance à de sombres rumeurs. En tant que fille de l'une des figures religieuses les plus éminentes de l'époque, Lucrèce reçut une éducation très poussée dans le nouvel humanisme, qui s'était développé en Italie pendant la Renaissance et qui mettait l'accent sur les auteurs grecs et romains de l'Antiquité. Elle fut instruite par Adriano Orsini de Milan. Grâce à Orsini, Lucrèce apprit plusieurs langues et elle parlait couramment, plus tard dans sa vie, l'espagnol, le catalan, le français, l'italien et le latin, tandis que son éducation humaniste comprenait une solide formation en littérature grecque et romaine, en rhétorique, en politique, en logique et en philosophie, qui étaient les matières principales du programme humaniste. Lucrèce a grandi durant une période agitée de l'histoire italienne, alors que l'Italie était le centre de la civilisation européenne avec des villes comme Rome, Florence, Venise et Milan, attirant les plus grands artistes de l'époque. La péninsule était dans un chaos politique. Elle n'était pas unie, mais divisée en plus de 2 douzaines de cités-États grandes et petites, les principales étant les républiques marchandes maritimes de Gênes et de Venise, plusieurs cités-États du Nord, comme les duchés de Milan, Ferrare et Urbino, Florence en Toscane, qui avait l'apparence d'une république, mais qui était en réalité dirigée par la célèbre famille Médicis et l'État pontifical, dirigé depuis Rome, en Italie. Au sud, le royaume de Naples et l'île de Sicile étaient contrôlés par l'Espagne. Dès 1494, une série de guerres éclata sous la supervision de l'Espagne et de la France, rivales pour dominer la péninsule italienne après que la France ait tenté d'y accroître son influence. Tout cela était important pour Lucrezia, car son père a organisé plusieurs mariages pour elle afin de renforcer la position des Borgia dans ce paysage politique labyrinthique. Alors qu'elle n'avait que 10 ans, le père de Lucrezia promit sa main à un seigneur valencien. Mais celui-ci et plusieurs autres mariages furent annulés dans les années suivantes, la fortune politique de Rodrigo fluctuant au début des années 1490. Son pouvoir de négociation changea en août 1492 après avoir remporté le concours pour devenir pape. En tant que pape Alexandre VI, il put négocier une alliance matrimoniale bien plus avantageuse grâce à Lucrezia.
Le 12 juin 1493, elle épousa donc Giovanni Sforza, un membre de la puissante famille Sforza, qui gouvernait le duché de Milan et divers petits États du nord de l'Italie. Ce premier mariage dura seulement jusqu'en 1497. À ce moment-là, le pape avait décidé que l'alliance avec les Sforza n'était plus la meilleure option et qu'une meilleure alliance matrimoniale pourrait être négociée grâce à Lucrèce si l'union était annulée. Cela fut dûment accepté par Sforza après qu'une certaine pression ait été exercée, et il signa, non sans embarras, un document déclarant qu'il ne pouvait pas consommer le mariage en raison de son impuissance, ce qui constituait un motif suffisant pour que l'annulation soit accordée. Pourtant, en réaction, on pense que le Giovanni Sforza humilié commença à répandre des rumeurs affirmant que Lucrèce entretenait des relations sexuelles avec ses frères et son père. À ce moment-là, Lucrèce approchait de l'âge adulte et des rumeurs circulaient selon lesquelles elle était enceinte au moment de l'annulation, à la suite d'une liaison illicite avec un chambellan travaillant pour son père, du nom de Pedro Calderón. Les événements qui ont suivi restent obscurs. Lucrèce disparaît de la vie publique quelque temps, peut-être pour donner naissance à son premier enfant avec Calderon dans les semaines suivantes. Puis, Calderon devint victime de la cruauté de la famille Borgia, qui n'hésitait pas à se débarrasser des problèmes embarrassants. Eh bien, on le retrouva mort dans le Tibre au début de 1498. Son deuxième mari, Alfonso d'Aragon, connut un sort sanglant similaire. Alfonso était un cousin de la famille royale espagnole, étant issu de la famille royale d'Aragon, dont le roi était Ferdinand d'Aragon, l'un des deux monarques d'Espagne à la fin du XVe siècle avec son épouse Isabelle. Le mariage de Lucrezia avec Alfonso en 1498 résultait de la volonté de son père de soutenir temporairement les Espagnols pendant les guerres d'Italie. Mais le mariage ne durerait que le temps du réalignement diplomatique du pape Alexandre. Bien que ce soit un bon mariage, puisqu'ils avaient le même âge tous les deux, on disait même qu'ils étaient tombés amoureux. En 1500, les Borgia décidèrent de soutenir de nouveau la France. Ainsi, les Borgia avaient des besoins qu'Alphonse disparaisse, et il fut rapidement retrouvé mort lui aussi à Rome. Lucrèce aurait pu être complice de son meurtre, bien que le mariage ait déjà donné naissance à un fils nommé Rodrigue d'après son grand-père le pape. Le troisième et dernier mariage de Lucrèce eut lieu 2 ans plus tard. C'était son mariage le plus prestigieux, ce qui explique peut-être sa durée. Son nouveau mari était Alfonso d'Este, le fils et héritier d'Ercole d'Este, le duc de la grande cité-État de Ferrare, dans le nord de l'Italie. Il allait bientôt succéder à son père et devenir duc en 1505. Le mariage fut célébré début 1502 et dura jusqu'à la mort de Lucrèce. Il en résulta finalement plusieurs enfants, bien que la paternité de ceux-ci ait pu être sujette à débat, car Lucrèce, tout comme son nouveau mari, eut de nombreuses liaisons tout au long des années 1500 et 1510. Celle-ci comprenait une relation de longue date entre Lucrèce et le marquis de Mantoue, François Gonzague, ainsi qu'une liaison distincte avec le compositeur et théoricien littéraire de la Renaissance, Pierre Bembo, qui était largement considéré comme ayant formalisé le dialecte toscan de l'italien, lequel devint par la suite la version standard de la langue italienne utilisée dans toute la péninsule. Les relations familiales de Lucrèce, ainsi que ses nombreuses liaisons et mariages, firent d'elle un sujet de commérage salace et de nombreux mythes dans l'Italie de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Pour commencer, il y eut de nombreuses rumeurs concernant des enfants illégitimes qu'elle aurait eus avec ses amants, le premier étant Jean au début de l'an 1498, qui serait, selon la rumeur, le fruit de la liaison malheureuse de Lucrèce avec Calderon, bien que la paternité de Jean soit encore contestée. De plus, des accusations de relations incestueuses avec son frère César abondèrent durant sa vie, surtout après que son second mari fut assassiné à Rome en 1500 et que César fut largement soupçonné d'avoir commandité le meurtre.
Il est cependant peu probable que cela ait eu quoi que ce soit à voir avec une étrange jalousie amoureuse, mais plutôt avec les activités politiques de César à l'époque. Le frère de Lucrèce avait agi en tant que général de leur père, le pape, pour étendre le territoire foncier des États pontificaux en Italie centrale à la fin des années 1490. Et sa décision de tuer Alphonse d'Aragon en 1500 était une décision purement politique liée au réalignement diplomatique de la papauté et à son alliance avec la France à cette époque. Lucrèce a également acquis la réputation d'être une femme fatale, capable de séduire les hommes à sa guise et de les empoisonner tout aussi facilement. On disait par exemple qu'elle portait une bague creuse qui s'ouvrait pour lui permettre de verser du poison dans les boissons de ses victimes sans méfiance. Un incident notoire dans lequel elle aurait été impliquée est le banquet des Châtaignes, une fête organisée à Rome le 30 octobre 1501. Ici, Lucrèce et son frère César. Et leur père, le pape Alexandre, aurait été impliqué dans une quasi-orgie impliquant une partie de la noblesse romaine et des dizaines de courtisanes de la ville. Il n'existe qu'un seul récit du banquet, rédigé par le maître de cérémonie de la cour papale de l'époque, Jean Bouchard, et l'on suppose aujourd'hui que cette histoire a peut-être été entièrement inventée pour salir le nom de la famille Borgia. Il est toutefois possible que Lucrèce n'ait été ni une femme fatale, ni même particulièrement scandaleuse dans sa vie amoureuse, comparée à d'autres dames aristocratiques de l'Italie de la fin de la Renaissance. Il ne fait aucun doute qu'elle était considérée comme particulièrement attirante par ses contemporains, mais sa beauté n'impliquait pas nécessairement un comportement sordide particulier. En réalité, elle semble avoir été stigmatisée à cause des actes douteux de sa famille dans les années 1490 et 1500. Son père, le pape, avait plusieurs maîtresses et encourageait son fils à se tailler son propre royaume en Italie centrale, en utilisant les ressources du Saint-Siège de Rome pour y parvenir. Et César était le plus notoire des seigneurs de la Renaissance, qui a plongé l'Italie centrale dans le chaos dans les années 1480. Et il aurait eu une grande influence sur Niccolò Machiavel lorsqu'il s'est attelé à écrire son célèbre traité politique. Le Prince, quelques années après. La vie adulte de Lucrèce se passa à la cour de Ferrare, où son troisième mari devint duc en 1505. Comme mentionné, elle a eu une série de liaisons, bien que cela ne soit guère inhabituel selon les normes de l'Italie de la fin de la Renaissance. Cela a été compliqué par le fait que l'un de ses amants, Francesca Gonzaga, avait contracté la syphilis à peu près au moment de leur liaison, ou peu avant, une maladie sexuellement transmissible qui était arrivée en Europe avec des conséquences dévastatrices à la fin du XVe siècle, après le contact des Européens avec les Amériques. Bien qu'elle soit facilement traitée aujourd'hui avec des antibiotiques, à l'époque moderne, elle ravageait lentement le corps, commençant par une éruption cutanée autour de la région génitale, puis se propageant ailleurs sur le corps, et menant finalement à des déformations. Et souvent à l'effondrement de certaines parties du corps, comme le nez, si la maladie persistait pendant des mois ou des années. Pourtant, Lucrèce ne semble pas avoir contracté la maladie de François, à laquelle les femmes sont moins sujettes. Son père, le pape Alexandre, est mort en août 1503. C'était un homme curieux, un prince de la Renaissance impitoyable qui a enfreint toutes les règles associées à sa fonction, mais qui a été rappelé avec affection par certains des autres papes de l'époque. Avec sa position affaiblie après la mort de leur père, César a commencé à perdre le contrôle de certains territoires du centre de l'Italie qu'il avait conquis dans les années 1490. Arrêté par le roi Ferdinand d'Aragon, il fut transféré en Espagne en 1504. Il a passé plus de 18 mois en prison là-bas avant de s'évader et de lancer une révolte dans le nord du pays qui s'est terminée par sa mort en mars 1507. Ainsi, en quelques années, au début des années 1500, Lucrezia est passée du statut de fille de l'une des familles les plus puissantes d'Italie à celui de figure isolée issue de la maison déchue des Borgia. Elle a eu au moins 8 enfants, dont la légitimité était discutable, et peut-être jusqu'à 10 selon la filiation de 2 autres.
Cependant, elle a aussi connu des conceptions difficiles et des fausses couches entre 1500 et 1510, et cette histoire mouvementée a finalement conduit à sa mort. Le 14 juin 1519, elle a donné naissance à une petite fille qui a été baptisée Isabelle. Ce fut une autre grossesse compliquée pour Lucrèce et cette fois, elle ne s'en est jamais complètement remise. Elle est tombée malade après l'accouchement et, malgré une amélioration pendant quelques jours la semaine suivante, son état s'est aggravé et elle est morte le 24 juin à l'âge de 39 ans. Elle fut enterrée dans l'église du Corpus Domini à Ferrare, dernière grande figure de la turbulente dynastie Borgia, qui avait été si influente en Italie depuis le milieu du XVe siècle. Lucrèce a été l'une des femmes les plus étudiées de l'Italie de la première modernité depuis sa mort. Par exemple, en 1833, le grand écrivain français Victor Hugo écrivit une pièce de théâtre portant son nom, racontant une version de sa vie. Alors qu'au XXe et au début du XXIe siècle, elle apparaît dans de nombreux livres, films, séries notamment télévisées et même dans un jeu vidéo. Dans ceux-ci, beaucoup des rumeurs qui l'entouraient de son vivant ont occupé une place importante. Vers 1710, une religieuse nouvellement ordonnée a eu une liaison avec le roi Jean V du Portugal. Bien que cela paraisse étrange, le couvent où elle vivait cachait de nombreux secrets, et Paula d'Odivles est devenue avec le temps une figure importante dans le pays. Rejoignez-moi pour explorer son histoire. Mère Paula d'Odivelas, née Paula Teresa da Silva Almeida le 17 juin 1701 dans la paroisse de Santa Justa près de Lisbonne, est aujourd'hui connue sous le nom de Madre Paula d'Odivelas. Elle venait d'une famille de classe moyenne aisée. Son ancêtre, Johannes Paul de Brut, allemand, servit dans la garde de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne au XVIe siècle. De Brut s'était ensuite installé au Portugal, brièvement sous domination espagnole de la fin des années 1570 aux années 1640. Le métier d'orfèvre et le service impérial apportèrent à la famille une richesse qui permit, un siècle et demi plus tard, à la famille de Paula Teresa d'être relativement aisée. Les parents de Paula, Adrião da Almeida et Josefa da Silva, eurent ensemble 3 filles. Paula avait une sœur aînée nommée Maria Micaela et une sœur cadette appelée Leocadia Felicia. À l'automne de 1704, alors que Paula n'avait que 3 ans, sa sœur aînée Maria fut admise comme novice au monastère de San Denis d'Odivelas, une maison religieuse importante près de Lisbonne. Ce qui était remarquable, c'est qu'en temps voulu, Paula et Leocadia la rejoignirent toutes deux à Odivelus. À cette époque, le père des filles, avait des difficultés financières et ne pouvait ni leur offrir une bonne éducation ni payer une dot. Paula était aussi une fille rebelle, et c'est ainsi qu'elle entra comme novice là-bas en janvier 1717, alors qu'elle avait 16 ans, et elle prononça ses vœux 1 mois plus tard. Au couvent, Paula se levait tôt pour prier, puis consacrait sa journée à la lecture, l'écriture et à soigner les pauvres et les malades. En tant que religieuse, elle consacrerait sa vie à Dieu et vivrait selon 3 vœux solennels, une vie de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. En plus de ses devoirs religieux, Paula aidait à gérer le couvent, notamment la cuisine, le ménage, la couture et le jardinage. Cependant, comme nous allons le voir, sa vie ne suivrait certainement pas le parcours traditionnel d'une religieuse ou d'un membre d'un ordre religieux. La vie de Paula serait sans doute peu connue aujourd'hui si elle ne s'était pas retrouvée mêlée au roi du Portugal. Jean V Jean était devenu roi à la fin de l'année 1706, alors qu'il n'avait que 17 ans. Règne compétent de Jean, marqué par une grande prospérité. Car le Portugal profita grandement de la découverte de mines d'or et du développement du sucre et du bois au Brésil. Avec le temps, Paula allait elle-même devenir l'une des principales bénéficiaires de la grande richesse acquise par la couronne, 20% de tous les profits des activités au Brésil étant directement versés entre les mains de la famille royale. Peu après son entrée au monastère de Saint-Denis, Paula rencontra pour la première fois le roi Jean. Vous vous demandez peut-être pourquoi le roi fréquentait ce couvent, alors qu'il en était un grand mécène et visiteur régulier.
Par exemple, au début de l'été 1719, il est à rapporter qu'il arriva à Odivellus pour la célébration de la fête du soulagement du Saint-Sacrement, tandis que quelques mois plus tard, Jean assista également à une cérémonie de mariage pour des proches du comte de Santiago au monastère. Pourtant, ce n'était pas un couvent ordinaire, surtout selon les critères de notre époque. Divers nobles et même le roi avaient une autre raison de visiter l'établissement. Eh bien, ces hommes recherchaient encore des relations interdites avec les jeunes nonnes et ils étaient bien prêts à aller très loin pour y parvenir. Le monastère de Saint-Denis abritait environ 300 nonnes, dont beaucoup étaient jeunes Torrent, diées jeunes et belles. Des hommes riches et puissants étaient attirés par ces femmes et usaient de leur influence pour assouvir leurs désirs. Les nobles lisèrent de la poésie, chantaient et engageaient des conversations, flirtant avec elles pour tenter de les séduire. Après cela, les hommes soudoyaient les gardiens des clés, corrompaient ou menaçaient les mères supérieures et sollicitaient les prêtres pour ouvrir les portes. Certains escaladèrent les murs ou se déguisaient en nonnes pour entrer dans le couvent. Même le roi y participait et il était connu comme un grand amateur de nonnes. Il séjournait souvent au monastère et on dit même qu'il avait un passage secret reliant sa résidence au couvent. Et cette promiscuité ne se limitait pas uniquement à Saint-Denis, car tout au long du XVIIIe siècle, un phénomène similaire touchait de nombreux monastères du pays. En 1777, un homme écrivit ce qui suit à ce sujet. « Le clergé, qui est très nombreux et puissant, est absolument ignorant et débauché. Même les moines et les nonnes vivent dans le libertinage le plus scandaleux. Les Portugais aiment les statues de leurs saints et violent les saintes lois de la morale. Ils errent sans cesse du crime à la pénitence et de la pénitence au crime. Ils tremblent à l'évocation du diable et de l'enfer, tout en se livrant aux pires excès de dépravation. On ignore quand le roi a entamé sa relation avec Paolo à Saint-Denis, mais elle existait déjà fin 1710. Au début, Paula a eu une brève liaison avec Francisco de Portugal, le comte de Vimeosa, mais le roi a été ébloui par la beauté de la jeune femme et il a conclu un accord avec le comte pour qu'il s'éloigne d'elle. À cette époque, le roi avait eu plusieurs amantes du couvent, mais Paola devint vite sa préférée. Puis, le 8 septembre 1720, elle donna naissance à un fils qui fut nommé José Alvarenganza et devint l'un des nombreux enfants illégitimes que le roi aurait au cours de sa vie. En parallèle, le roi reconnut l'enfant et donna à Paula le titre d'abbesse de Santoni. Ainsi, dans sa vingtaine, Paula fut connue comme Mère Paula de Odivelas, abbesse d'un des couvents les plus prestigieux du Portugal. Paula se fit vite connaître pour le plaisir qu'elle tirait de son nouveau pouvoir et de sa richesse. Bien qu'on dise qu'elle devint extrêmement arrogante et qu'elle était connue pour prononcer des paroles inconvenantes, incompatibles avec son statut religieux. Quoi qu'il en soit, Jeanne non seulement la nomma abbesse de Saint-Denis d'Odivelas, mais lui accorda également une importante rente financière et la couvrit de cadeaux. La couronne et l'État portugais connurent une grande prospérité grâce au développement du Brésil dont Mère Paula fut l'une des principales bénéficiaires. Ainsi, elle recevait chaque année 210 000 pièces d'or de la part du Trésor royal. L'or et l'argent étaient un des motifs courants dans sa résidence chez Oldevala, et l'on parle de statues en or massif qui s'y trouvaient, ainsi que d'une baignoire entièrement faite de plus de 3500 onces d'argent et recouverte d'or à l'extérieur. Commandée par le roi Jean à un orfèvre britannique en 1724, la pièce fut apportée à Lisbonne. Un observateur anonyme décrit la résidence de Paola chez Olivella, révélant la décadence où vivait Mère Paola dans les années 1720 et 1730. Elle décrivait un ensemble d'appartements somptueux, tous drapés de rideaux en velours coûteux ornés de fils d'or. Les lits étaient recouverts des plus beaux tissus de la République néerlandaise et d'Italie, tandis que murs, tapisseries, miroirs et autres meubles étaient incrustés d'argent et d'or. L'abbesse gardait à l'esprit ses responsabilités en tant que dirigeante religieuse et des statues de saints étaient y placées à divers endroits dans la résidence. Sans surprise, celle-ci était également en or. Et il n'y avait pas que Mère Paula qui bénéficiait de sa relation avec le roi. D'autres membres de sa famille ont obtenu des postes très bien payés. Le père de Paulus, Adriel,
fut nommé membre de l'Ordre du Christ en 1722, successeur des Templiers au Portugal et fut aussi fait chevalier. Et il reçut aussi une importante pension royale. José, fils de Paulus, profita aussi de l'accord entre le roi et sa mère. José était l'un des nombreux enfants illégitimes engendrés par le roi Jean V. Le monarque eut 6 enfants légitimes avec son épouse Marie-Anne d'Autriche, mais parmi eux, 2 moururent à un bas âge et un autre à l'âge de 19 ans. Quoi qu'il en soit, Jean ne voulait pas renoncer à sa responsabilité envers ses enfants illégitimes. Ainsi, le fils de Paulus, José, ainsi qu'un autre fils de Jean nommé Antonio, né en 1714, et Gaspard, né en 1716, furent élevés ensemble dans un palais du marquis de Lorical, dans la région de Paojava, qui était alors une banlieue de Lisbonne. Le trio fut alors appelé les enfants de Pojava. Jean s'assura qu'ils reçoivent ici une bonne éducation catholique romaine, dispensée par le frère Gaspard d'Encarnassou. En conséquence, les 3 devinrent des figures éminentes au sein de l'Église catholique romaine portugaise, Paulus Childe de José étant finalement nommé grand inquisiteur de l'Inquisition portugaise, ce qui fit de lui une personnalité très puissante dans la vie religieuse et politique portugaise. Malgré sa richesse et son statut grâce à son passé avec le roi Jean et leur enfant illégitime, la position de Paola fut brièvement menacée à la fin des années 1740 lorsque la santé du roi déclina. Cela était dû à l'hydropisie ou œdème, une forme grave de rétention de liquide souvent causée par des problèmes rénaux ou hépatiques. Cela finit par guérir Jean à l'été 1750, alors qu'il avait 60 ans. Son fils aîné avec la reine Marie-Anne, Joseph, devint roi Joseph Ier. Toutefois, il ne voulut pas rétrograder ni persécuter les anciennes maîtresses d'hommes de son père et leurs enfants illégitimes, si bien que Mère Paola demeura influente au monastère de Saint-Denis dans la cinquantaine. Paola reste abbesse de Saint-Denis et mène une vie riche et estimée après la mort du roi Jean. Elle était responsable en 1755 lors du puissant tremblement de terre de Lisbonne, d'une magnitude de 7,7 ou plus, qui détruisit une grande partie de la capitale portugaise et fut l'un des plus meurtriers de l'histoire. Plus de 12 000 morts. La maison religieuse d'Odivelas fut gravement endommagée par ce séisme. Paola aurait surtout supervisé réparation et rénovation durant la fin des années 1750. Son fils José dirigea l'Inquisition portugaise dans les années 1750, supervisa l'abolition des jésuites au Portugal et dans ses colonies et limita la torture pratiquée par l'Inquisition. Cependant, lui et un autre fils illégitime du roi Jean furent exilés à Bulsaco, au Portugal, en 1760 à la suite d'un conflit avec Sébastien José de Carvaral et Melo, marquis de Pombal, et principal ministre du roi Joseph Ier. José ne put revenir à Lisbonne qu'en 1777. Et par conséquent, Paola vit peu son fils pour le reste de sa vie. Finalement, Paola mourut à 67 ans le 4 juillet 1768. Elle fut inhumée dans la salle capitulaire du monastère de Saint-Denis. Saint-Denite. Mère Paola est aujourd'hui reconnue dans la société portugaise et son histoire s'est popularisée ces dernières années grâce à une série de 2017 basée sur sa vie. La princesse Catherine était l'une des femmes les plus ingénieuses de Russie, mais pas pour les raisons attendues. Mariée de façon inattendue à un homme qu'elle n'aimait pas, elle a rapidement trouvé une excuse pour parcourir l'Europe et profiter pleinement de la vie. Alors, comment a-t-elle fait et qu'est-ce qui la rendait si remarquable ? Voici son histoire. La princesse Catherine Bagration, née Catherine ou Yekaterina Skavronski, est née le 7 décembre 1783 à Naples, dans le sud de l'Italie. Son père aurait été le comte Pavel Martinovitch Skavronski, chambellan de la cour royale russe et, au moment de la naissance de Catherine, diplomate de l'Empire russe auprès du royaume de Naples et de Sicile. Sa mère était Catherine, ou Yekaterina von Engelhardt. Elle était la nièce du prince Grigori Potemkin, qui fut pendant un temps la personnalité la plus puissante de l'Empire russe, à l'exception de l'impératrice Catherine la Grande.
Potemkin et sa nièce, la mère de Catherine, ont entretenu une relation pendant un certain temps, et il a été supposé que la jeune Catherine pourrait en réalité avoir été l'enfant illégitime de Potemkin. Quelle que soit sa véritable filiation, nous savons qu'elle a grandi en ayant des relations de haut niveau au sein de la noblesse russe et qu'elle en a tiré profit. La jeune Catherine était finalement retournée en Russie peu de temps après sa naissance et a été élevée à la cour de Saint-Pétersbourg auprès de Catherine la Grande, qui a régné sur le pays jusqu'en 1796. Après avoir fait de la Russie une grande puissance européenne, puis le tsar Paul Ier jusqu'en 1801, c'était une période troublée en Europe. La Révolution française de 1789 ayant entraîné plusieurs puissances à faire la guerre aux Français. Malgré leurs efforts, l'Autriche, la Grande-Bretagne et la Prusse ont enchaîné les défaites contre les Français durant les années 1790. Pour l'instant, la Russie observait les conflits en Europe occidentale et centrale, sans s'impliquer de trop près, mais elle devrait finalement prendre une position ferme et, lorsqu'elle le ferait, cela aurait un impact sur la vie de nombreux nobles russes, comme la princesse Catherine. En 1800, alors qu'elle avait 16 ans, Catherine fut mariée au prince Pierre Bagration, un membre important d'une grande lignée royale géorgienne, les Bagrationi, qui étaient dans la trentaine avancée. Le mari de Catherine était unique, et leur union paraissait étrange à beaucoup. Par exemple, ce n'était pas un homme particulièrement beau ni une figure séduisante. De taille moyenne, mince, cheveux bruns, il avait un nez crochu souvent moqué à Saint-Pétersbourg, capitale russe de l'époque. Mais Bagration était l'une des grandes figures militaires de l'époque. Il fait partie des rares à avoir vaincu une armée napoléonienne et stoppé l'avancée française en Russie en 1807 à la fin de la 4e coalition. Cela lui valut une grande réputation à une époque où Bonaparte était vu par beaucoup d'Européens comme un homme quasi divin et invincible au combat. De nombreux Russes surnommèrent Bagration en conséquence le dieu de l'armée. Ses victoires contre les Français n'étaient pas encore arrivées quand Catherine l'épousa, mais il avait déjà dirigé d'importantes opérations militaires en Pologne, dans les années vers 1792. Ainsi, Catherine épousait un membre éminent d'une grande dynastie politique à la cour russe. Pourtant, Catherine était opposée à cette union et l'on pense qu'elle était amoureuse d'un autre courtisan et général, le comte Piotr von der Palpen. Néanmoins, ce mariage fut arrangé dans les hautes sphères du gouvernement russe et elle ne pouvait guère s'y opposer. Le général français Louis-Alexandre André de Langeron déclara ceci sur cette union. Bagration épousa la nièce du grand prince Potemkin. Cette partenaire riche et brillante ne lui convenait pas. Bagration n'était qu'un simple soldat, avec le ton et les manières d'un soldat, et il était extrêmement laid. Sa femme était aussi blanche qu'il était noir, et elle était aussi belle qu'un ange, la plus vive des beautés de Saint-Pétersbourg. Elle ne pouvait pas être heureuse longtemps avec un tel mari, ce qui s'est vite avéré exact, car le mariage fut un échec et Catherine et Pierre n'eurent pas d'enfants, passant la majeure partie de leurs années de mariage séparés l'un de l'autre. Bien que Catherine ait essayé de faire fonctionner son mariage avec Bagration pendant plusieurs années, après leur union à l'automne de 1800, au fil des années suivantes, ils se sont éloignés de plus en plus l'un de l'autre. Finalement, en 1805, elle décida de se séparer officieusement de son mari, quittant la Russie pour voyager à travers l'Europe à une époque où la domination de la Pologne sur le continent étendait la règle française de Lisbonne à l'ouest jusqu'à la Pologne à l'est. Elle passerait une grande partie de la décennie suivante, et même plus, à voyager à travers l'Europe avec un important cortège de courtisans et de serviteurs qui visitèrent de nombreuses de grandes capitales du continent. Les années où Catherine était appelée princesse errante furent facilitées par les circonstances politiques de l'époque. Napoléon fut en guerre avec la Russie jusqu'en 1807, mais le traité de Tilsit instaura la paix et permit à la France et la Russie de se partager le contrôle de l'Europe continentale, après la conquête de l'Autriche, la Prusse et d'autres États par les Français. Entre 1807 et 1812, cet accord a permis à des aristocrates comme la princesse Catherine de voyager librement entre Moscou, Varsovie, Vienne, Berlin et Paris. Ainsi, la vie itinérante de Catherine pendant ces années dépendait de la situation politique.
et après l'invasion de l'Empire russe par les Français en 1812, ses déplacements furent très brièvement plus restreints. Pendant ces années, voyageant à travers l'Europe et visitant des cours prestigieuses, Catherine acquit la réputation d'avoir un caractère éclectique et singulier, rejetant de nombreuses normes sociales de l'époque. Son mari passa des années à lui écrire et à tenter d'influencer d'autres personnes dans les cours qu'il visitait afin de l'aider à la convaincre de revenir en Russie et de cesser de l'embarrasser par son comportement ouvertement indépendant. Catherine n'en voulait rien savoir et rejetait constamment ses supplications, prétextant qu'elle était malade. Elle avait besoin de soins médicaux uniquement disponibles à l'étranger. Alors qu'elle voyageait de ville en ville, Catherine s'est forgée une réputation dans d'autres domaines. Catherine, par exemple, est devenue connue à Vienne, Paris et dans d'autres métropoles sous le nom de la Belle Angenou, ce qui se traduit par le bel ange nu, une référence à son penchant pour porter des robes révélatrices et à cause de sa sensualité. Tout cela a abouti à plusieurs liaisons alors qu'elle traversait le continent. La plus scandaleuse concernait une relation supposée avec Johann Wolfgang von Goethe, auteur de Faust et principal écrivain allemand de l'époque. Cependant, la plus significative était sans aucun doute sa relation avec le prince Clément von Metternich, d'abord ambassadeur d'Autriche à Paris vers 1800, puis principal homme d'État autrichien du début du XIXe siècle. Avec Metternich, Catherine eut une fille, Marie-Clémentine, née à l'automne 1810. Pendant un temps, Catherine s'installa à Vienne, transformant sa maison en bastion pro-russe et anti-napoléonien. La princesse invitait sans cesse des riches et célèbres chez elle, recueillant ainsi de nombreux secrets politiques. Catherine exploitait ses connaissances comme une arme, et Napoléon la voyait comme une véritable adversaire politique. À mesure que Catherine continuait d'accumuler des dettes, son mari devenait de plus en plus irrité. Il s'est même plaint à la mère de sa femme de son extravagance. Pourtant, malgré cela, il était un homme généreux et continuait de payer ses factures. Le mari de Catherine est décédé prématurément en 1812. Cette année-là, Napoléon a envahi l'Empire russe dans ce qui fut la plus grande campagne militaire de l'histoire européenne moderne jusqu'à ce moment-là. En tant que l'un des principaux généraux de sa nation, Bagration a été fortement impliqué dans la défense de la Russie. Une campagne qui a finalement vu les Russes abandonner Moscou et brûler une grande partie de la ville afin d'empêcher les Français de l'utiliser comme base. Alors que l'hiver russe s'installait. Bagration n'a cependant pas vécu assez longtemps pour assister à ces événements. Il avait choisi d'affronter les Français et leurs alliés en bataille, rangés avant leur arrivée à Moscou. Ces efforts en ce sens ont conduit les Russes à affronter les Français lors de la bataille de Borodino, le 7 septembre 1812, non loin de Moscou. Au cours d'un engagement dont les Français sortirent victorieux et poursuivirent leur marche vers Moscou, mais Gratien fut grièvement blessé. Faute de soins, la gangrène a gagné sa blessure à la jambe. Il mourut 2 semaines et demie plus tard à Sema, à 47 ans. Catherine se retrouva veuve et libre de se remarier, mais attendit plusieurs années avant de le faire. Après sa mort, ses affaires furent fouillées et parmi ses papiers, une série de lettres compromettantes furent découvertes. Celles-ci montrent que la grande duchesse, Catherine Pavlovna de Russie, la sœur de l'empereur Alexandre Ier de Russie, était passionnément amoureuse de lui. Selon certaines sources, ils étaient un amant, et en 1800, l'empereur Paul Ier de Russie obligea Bagration à épouser la princesse Catherine pour éviter toute relation future avec sa fille. D'autres disent qu'il l'a ignorée, étant très attaché à sa femme Catherine. Catherine était l'une des figures féminines les plus en vue lors de l'un des rassemblements diplomatiques et aristocratiques les plus importants du XIXe siècle. Cela a eu lieu en 1815 à Vienne. Le congrès de Vienne, ainsi nommé, s'est tenu à la fin des guerres napoléoniennes, lorsque la domination de Bonaparte sur la France et l'Europe s'effondrait.
Le but de la conférence était de redessiner les cartes de l'Europe après un quart de siècle de domination française sur l'Europe occidentale et centrale, mais le congrès est aussi devenu une occasion pour les membres éminents des familles royales, des gouvernements et des aristocrates du continent de renouer leurs relations après des années de discorde. Catherine était au centre des événements mondains ici, tandis que son amant Metternich s'est imposé comme le diplomate le plus important des négociations. Catherine a servi de lien entre le gouvernement autrichien et le régime impérial russe, aidant Metternich à négocier avec succès avec la Russie. Les actions de Catherine à Vienne sont tristement connues. Elle a, par exemple, semblé entretenir des relations amoureuses avec plusieurs personnes pendant son séjour dans la capitale autrichienne, notamment avec le tsar Alexandre Ier. Cela n'était pas surprenant. En 1815 à Vienne, les aristocraties et gouvernements européens redéfinissaient le paysage politique et fêtaient la fin de la domination de Napoléon. Après 15 ans de règne et 10 ans de guerre révolutionnaire contre la France. Ainsi, de nombreuses personnes à Marshall et Bertrand arrivèrent à Vienne, accompagnés de leurs maîtresses et de leur suite, avec des fêtes et des banquets organisés presque chaque jour. Par exemple, le duc de Wellington, le grand vainqueur de Napoléon lors de la guerre d'Espagne et du Portugal, ainsi qu'à Waterloo, arriva à Vienne avec la célèbre courtisane franco-italienne, et il n'était pas le seul dans ce cas. Compte tenu de tout cela, les activités de Catherine là-bas, en 1815, s'inscrivent fort dans le contexte ambiant. Après les guerres napoléoniennes et le congrès de Vienne, Catherine s'installa dans un hôtel particulier rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Là, elle mena une vie sophistiquée dans une ville destinée à devenir le centre culturel du monde, bien que le gouvernement russe ait surveillé ses activités, craignant ses liens avec les autorités parisiennes. Finalement, Catherine se remaria. Cela eut lieu le 18 janvier 1830 avec le diplomate et homme politique britannique Sir John Hobart Caradoc, un homme né en 1799 et de plus de 15 ans, le cadet de Catherine. Comme lors de sa première union, Catherine, trop rebelle pour accepter la tutelle de son mari, finit par s'éloigner de John et ils se séparent officiellement. Catherine a vécu longtemps en France et en Europe occidentale, passant aussi du temps dans le nord de l'Italie. Ces dernières années furent peut-être surtout marquées par l'héritage qu'elle reçut de son grand-oncle Potemkin. Il s'agissait de collections de bijoux et diamants de valeur inestimable. Elle en vendit beaucoup pour financer son train de vie en France et en Italie, dont de nombreuses pierres précieuses qui intégrèrent les collections de grandes familles royales et aristocratiques d'Europe. Elle est décédée à Venise début été 1857 à 73 ans. Elle fut enterrée dans un cimetière de l'Isola di San Michele, ou l'île de San Michele, qui est une petite île située dans la lagune principale de Venise. En 1936, Édouard VIII devint roi du Royaume-Uni. Il était déterminé à épouser Wallis Simpson, une mondaine américaine et plusieurs fois divorcée. Mais cela entraîna rapidement une crise politique et l'abdication du roi. Dans les années qui suivirent, d'autres scandales éclatèrent Il a même été supposé que le couple complotait quelque chose de sinistre avec les nazis. Mais pour comprendre comment tout cela est arrivé, nous devons remonter à la fin du XIXe siècle. Wallis Simpson, connu de la postérité, est né Bessie Wallis Warfield le 19 juin 1896 à l'auberge Monterey à Blue Ridge Summit, Pennsylvanie. Elle était née dans une famille d'affaires influente à Baltimore. Son père était Henry Warfield, un marchand de fleurs qui gagna suffisamment d'argent grâce à la vente de ce produit modeste pour financer en 1875 une campagne afin de devenir maire de Baltimore, bien qu'elle se soit finalement soldée par un échec. La mère de Wallace, Alice, était aussi issue d'une famille d'affaires. Son père était William Montagu, un agent de change prospère de la fin du XIXe siècle. Bien que ses parents soient aisés, l'enfance de Wallace fut difficile. Son père est mort de la tuberculose en novembre 1896, moins de 6 mois après sa naissance. Pour aggraver les choses, la relation de sa mère avec sa famille était tendue, peut-être en raison du fait que Wallis était né hors mariage.
Ainsi, Alice et Wallis ont compté sur la charité du frère de Henry Warfield, Solomon, l'oncle de Wallis, pendant une grande partie de sa jeunesse à Baltimore. Pendant cette période, Wallis excellait à l'école et s'est révélée dans les années 1910 comme une jeune femme intelligente. Le 8 novembre 1916, Wallis a épousé Earl Winfield Spencer Jr., un pilote de la marine américaine qu'elle avait rencontré un peu plus de 6 mois auparavant lors d'une visite en Floride. Ce ne fut pas une union heureuse. Il s'est vite avéré que Spencer était alcoolique, au point d'aimer même piloter en état d'ivresse. Il s'est un jour écrasé en mer, mais s'en est sorti en grande partie indemne. À la fin des années 1910, la relation de Wallis et Earl était brisée et ils étaient partiellement séparés. Ils sont restés mariés jusqu'en 1927, mais se voyant rarement, car il était souvent affecté à diverses bases américaines, tandis que Wallis voyageait fréquemment à l'étranger, séjournant en Chine, à Hong Kong, à Paris et ailleurs. 8 mois après son divorce avec son premier mari, Wallis a épousé Ernest Aldrich Simpson, homme d'affaires américain dans le maritime ayant d'importants intérêts en Grande-Bretagne. En conséquence, ils se sont mariés à Londres et c'est là qu'ils ont principalement vécu au cours des années suivantes. Le bonheur conjugal n'a pas duré longtemps et ils ont tous deux été infidèles, bien que leur mariage ait duré sur le papier près d'une décennie. Ce second mariage n'a pas donné d'enfants, pas plus qu'aucune des autres unions de Wallis. C'est pendant son mariage avec Ernest que Wallis a rencontré Édouard, prince de Galles, l'héritier du trône de Grande-Bretagne. C'était en janvier 1931. Ils sont restés en contact, mais leur relation ne serait devenue sexuelle qu'en 1934, bien que Wallis soit resté marié à Ernest jusqu'en 1937. La famille royale et le gouvernement britannique ont jugé la relation entre le prince et Wallis problématique dès la révélation de certains détails. Dans les années 30, le divorce était encore considéré comme controversé, et l'idée que l'héritier du trône épouse une Américaine qui avait divorcé de son premier mari et commis l'adultère lors de son second mariage en s'impliquant avec Édouard était perçue comme scandaleuse. Ainsi, les services secrets britanniques et la police métropolitaine ont ouvert un dossier sur Wallis en 1935. La controverse sur la relation de Wallis et Édouard a culminé en 1936 à la mort du roi George V, père du prince. Édouard devint automatiquement roi Édouard VIII. Il avait bien l'intention d'épouser Wallis, qui avait demandé le divorce d'Ernest et qui, à l'époque, aurait dit à ses amis et connaissances qu'elle s'attendait à devenir bientôt reine. Le gouvernement avait d'autres idées. Le Premier ministre conservateur Stanley Baldwin et ses ministres ont commencé à préparer en coulisses le frère cadet du prince, Albert, pour succéder à Édouard si une controverse entraînait sa destitution. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand Édouard a annoncé vouloir épouser Wallis, le gouvernement d'Aldwin a dit que la société britannique refuserait qu'elle devienne reine. Le 11 décembre 1936, de 11 mois après son accession, Édouard abdique et est remplacé par Albert, devenu le roi George VI. Après l'abdication d'Édouard, le gouvernement voulait que l'ancien roi et sa future épouse disparaissent de la vie publique britannique autant que possible. Ainsi, lorsque des projets ont été évoqués pour qu'ils s'installent en France, George VI et l'administration de Baldwin ont tout fait pour faciliter cela. Édouard et Wallis devaient en recevoir les titres de duc et duchesse de Windsor, et ils se sont vus accorder une somme d'argent énorme ainsi qu'une pension continue afin qu'ils puissent vivre confortablement à l'étranger. Ainsi, l'ancien monarque et sa future épouse se sont finalement mariés dans le sud de la France le 3 juin 1937. Peu de temps après, Wallis a finalement obtenu son divorce d'Ernest. Les jeunes mariés ont ensuite emménagé à Paris. On aurait pu penser que les Windsor allaient s'installer dans la capitale française et essayer d'éviter toute nouvelle controverse, mais ce ne fut pas le cas. Édouard, avec le soutien de Wallis, semblait déterminé à essayer de se tailler un nouveau rôle en tant qu'ambassadeur officieux des intérêts royaux britanniques à l'étranger. Dans le cadre de cet effort pour créer de nouveaux liens, Édouard et Wallis décidèrent pendant un voyage à l'étranger à l'automne 1937, dans un pays qui ne pouvait pas être plus controversé.
Ils allaient en visiter l'Allemagne nazie. À l'été 1937, le docteur Robert Ley, chef du front allemand du travail, avait invité Édouard et Wallis à visiter l'Allemagne. Au début de l'automne 1937, les Windsor avaient accepté l'offre et la nouvelle de la visite imminente fut communiquée au gouvernement britannique, qui n'était pas du tout satisfait de ce dernier développement. Les Windsor sont arrivés à la gare de Friedrichstraße à Berlin le 11 octobre pour une visite de près de 2 semaines. Leurs activités étaient généralement assez banales, consistant en des visites d'usines allemandes et d'organisations sociales. Mais tout au long de leur séjour, ils furent reçus et honorés par les principaux membres du régime nazi, notamment le ministre allemand des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop, le ministre nazi de la propagande Joseph Goebbels et Hermann Göring, chef de la toute nouvelle force aérienne allemande et bras droit d'Hitler. Enfin, Wallis et Édouard ont terminé leurs 2 semaines en Allemagne par une audience privée avec Adolf Hitler au Berghof, à la frontière sud germano-autrichienne. Il existe différentes versions de ce qui a été dit lors de ces rencontres et de ce qui était prévu entre les Windsor et les nazis. Mais comme nous allons le voir, l'ensemble de la visite a pris une tournure plus sinistre à la lumière des événements des années suivantes. Wallis et Édouard sont revenus à Paris après l'Allemagne. Là, ils ont été témoins de l'Europe qui s'enfonçait vers la guerre dans les mois qui ont suivi, alors que leur nouvel ami, Adolf Hitler, commençait à annexer certains des voisins de l'Allemagne. L'Autriche a été annexée à l'Allemagne en mars 1938, puis la Tchécoslovaquie un an après. Quand les nazis ont envahi la Pologne en septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France ont cessé d'apaiser Hitler et ont déclaré la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale débute. Wallis et Édouard ont continué à vivre à Paris après le début de la guerre. Comme beaucoup de Parisiens, ils pensaient en être en sécurité, loin des lignes de front de l'invasion attendue dans le nord-est de la France. Mais lorsque cette invasion est survenue au début de l'été 1940, elle a abouti à une victoire militaire fulgurante pour les nazis et les divisions de chars allemandes ont commencé à se rapprocher de Paris quelques semaines seulement après l'incursion initiale en France. Pendant ce temps, Wallis et son mari ont fui vers le sud et traversé la frontière vers l'Espagne. Puis au Portugal, à Lisbonne, s'est déroulée l'une des séquences d'événements les plus controversées et particulières impliquant Wallis et Édouard. D'abord, le régime nazi tentait de faire revenir le couple en Espagne pour les détenir et s'en servir comme monnaie d'échange dans son conflit avec la Grande-Bretagne. Édouard et Wallis n'étaient pas au courant de ce plan, qui a de toute façon échoué, mais eux-mêmes semblaient comploter une trahison contre la Grande-Bretagne. À Lisbonne, Wallis et Édouard résidant dans la maison de Ricardo Espírito Santo, un banquier portugais qui avait de nombreux liens d'affaires en Allemagne. Santo était soupçonné d'avoir de nombreux liens avec Hitler et les nazis. En conséquence, les soldats de rencontre en les services de renseignement britanniques avaient ouvert un dossier sur lui. De plus, la correspondance entre Édouard et Santo durant la période suivante semblerait indiquer qu'Édouard aurait pu comploter un possible retour sur le trône de Grande-Bretagne. Bien que les preuves ne soient pas concluantes, beaucoup ont spéculé qu'Édouard utilisait Santo comme intermédiaire avec le gouvernement nazi, et que des plans étaient en cours pour qu'Édouard soit rétabli sur le trône de Grande-Bretagne si les Allemands venaient à vaincre le pays pendant la guerre. Ainsi, Wallis et son mari conspiraient peut-être avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale dans le but de devenir roi et reine, une demi-décennie après l'abdication honteuse d'Édouard. On ignorera sans doute toujours la vérité sur ce que Wallis et Édouard faisaient au Portugal à l'été 1940. Quelques semaines plus tard, le gouvernement britannique organisa leur embarquement à Lisbonne à destination des Bahamas, où Édouard reçut le poste de gouverneur pour la durée de la guerre, une manœuvre destinée à tenir le couple éloigné de la Grande-Bretagne. Ils passèrent le reste de la Seconde Guerre mondiale ici, et tous les plans qu'ils auraient pu élaborer avec les nazis tombèrent à l'eau à mesure que les nazis commencèrent progressivement à perdre la guerre à partir de l'hiver 1941. Wallis et Édouard reprirent leur vie d'exilés royaux à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Des fragments de preuves continuaient d'apparaître au fil des années concernant leur brève alliance apparente avec les nazis, et les rencontres qu'ils avaient eues avec les hauts membres du régime en octobre 1937 jetèrent une ombre sur eux pour le reste de leur vie.
Néanmoins, ils continuèrent à jouir d'une certaine notoriété à Paris, ainsi que lors de leur visite aux États-Unis dans les années 50. La santé d'Édouard déclina dans les années 60, principalement à cause de son tabagisme et d'une prédisposition familiale aux problèmes pulmonaires. Il meurt en mai 1972 à Paris à 77 ans. Son corps fut rapatrié en Angleterre pour des funérailles royales, lors desquelles il y eut une démonstration surprenante de chagrin de la part du public britannique. Pour le monarque brièvement roi en 1936, dont la vie fut marquée par la controverse. Wallis est restée en France après la mort d'Édouard. Elle recevait un soutien financier de la succession de son défunt mari et une allocation de la reine Élisabeth II. Sa santé déclinait alors et, fin des années 70, elle développa une démence. À partir de 1980, elle a perdu la capacité de parler. Ces dernières années se sont donc déroulées à la maison, avec le déclin de ses facultés mentales. Wallis est décédée à Paris le 24 avril 1986 à 89 ans. Ses funérailles ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où elle a été inhumée près d'Édouard. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les membres de la royauté et leurs scandales choquants. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé des vidéos et de leur vie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir aussi dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci sur les scandales royaux, dites-le moi aussi. C'est un sujet très intéressant, alors faites-moi savoir si cela vous a plu. J'espère que vous êtes abonnés avec les notifications activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur sortie. C'est tout pour moi. Rendez-vous au prochain épisode de Vies oubliées. Merci.